À l'aube du 19e siècle, dans une cave de Mayfair à Londres, le savant le plus célèbre de son temps, Humphrey Davy, a fabriqué une machine électrique extraordinaire. Mesurant 4 mètres de large sur 8 mètres de long et constitué d'empilements nauséabonds d'acide et de métaux, ce devait être le générateur d'électricité le plus puissant jamais conçu. C'était en fait la plus grande pile du monde. Et grâce à elle, Davy allait nous propulser dans une ère nouvelle. Le tournant décisif s'est produit lors d'une conférence à la Royal Institution, devant des centaines de Londoniens. Avide de nouveautés, la bonne société s'était déplacée en masse, espérant bien assister à une expérience hors du commun. Mais ce que les gens présents ce soir-là ont vu était véritablement unique. Et ce souvenir est resté gravé en eux. Muni de 2 simples bâtonnets de charbon de bois, Humphrey Davy s'apprêtait à leur révéler l'immense potentiel de l'électricité. L'électricité est un des phénomènes naturels les plus impressionnants qui soient. Et sa manifestation la plus puissante est la foudre. Vous allez découvrir comment l'homme a tout d'abord rêvé de maîtriser cette force primordiale et comment il a ensuite fini par la dompter. C'est une histoire qui s'étale sur près de 300 ans et elle regorge d'idées extravagantes et d'expériences incroyables. Des dizaines de milliers de volts traversent le corps de l'inventeur avant d'allumer la lampe qu'il tient à la main. Grâce à des hommes de génie qui ont réussi à maîtriser l'électricité, nous avons pu éclairer nos villes, communiquer à travers les océans et dans les airs, créer l'industrie moderne et entamer la révolution numérique. Mais d'abord, nous allons vous raconter l'histoire de ces savants qui, les premiers, ont commencé à nous dévoiler les mystères de l'électricité. Comme s'il y avait quelque chose de vivant. Ils ont étudié son lien étonnant avec la vie, ont fabriqué des machines étranges pour la produire. Et ils ont même réussi à dompter la foudre. Ce sont ces hommes qui ont véritablement jeté les bases du monde moderne. Et tout est parti d'une étincelle. Imaginez notre monde sans électricité. Il serait sombre, froid et silencieux. Comme il devait l'être au début du XVIIIe siècle, quand débute notre histoire. Nous sommes à la Royal Society, à Londres. En 1703, à la mort de son vieil ennemi, Robert Hooke, et après des années passées à observer la nature, Isaac Newton prend enfin la tête de l'institution. Afin de consolider sa position, il nomme au poste clé des hommes en qui il a toute confiance. Le nouveau responsable des expérimentations est Francis Hauksbee, 35 ans. Des documents datés de 1705 révèlent combien ce dernier s'efforce de marquer de son empreinte ses réunions hebdomadaires. Et comment, pour impressionner ses supérieurs, il procède à des expériences toujours plus stupéfiantes. En novembre, il présente cette sphère en verre. Il a pu la vider de son air grâce à cette nouvelle machine, la pompe à air. Et une manivelle lui permet de faire tourner la sphère. Dans la pièce, on éteint une par une toutes les bougies. Puis Francis place sa main juste au-dessus de la sphère. Le public va assister à un phénomène stupéfiant.
À l'intérieur de la sphère, une lumière étrange apparaît. Personne n'en avait encore jamais vu de pareil. C'est fantastique. Cette merveilleuse lueur bleue dessine les contours de ma main. Elle danse dans la sphère, comme s'il y avait quelque chose de vivant. Aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre pourquoi une expérience comme celle-ci frappait autant les esprits. Mais c'est oublier qu'en ce temps-là, les manifestations de ce type étaient vues comme l'œuvre du Tout-Puissant. À l'époque, Isaac Newton lui-même l'affirme dans sa théorie, on pensait que Dieu intervenait sans cesse dans l'ordre du monde. Pour beaucoup de gens, la logique voulait que les phénomènes naturels soient considérés comme des actes divins. Donc voir un simple mortel qui ose s'immiscer dans ce domaine dépasse l'entendement. Francis Hauksbee ne pressent pas la portée de sa découverte. Il se désintéresse de sa sphère et passe la fin de sa vie à réaliser des expériences toujours plus spectaculaires pour vérifier les théories de Newton. Il ne se rend pas compte que sans le vouloir, il a déclenché une révolution électrique. Avant lui, l'électricité n'était qu'une simple curiosité. Les Grecs frottaient de l'ambre, matière qu'ils appelaient électron, pour produire de petites décharges. Et même la reine Élisabeth Ier s'était émerveillée de voir que l'électricité statique pouvait soulever des plumes. Désormais, grâce à la machine de Francis Hauksbee, on peut produire de l'électricité d'un coup de manivelle. Et elle se voit. Plus important encore, sa découverte coïncide avec la naissance d'un mouvement qui va déferler sur toute l'Europe et qu'on appellera le siècle des Lumières. Les esprits éclairés s'appuient sur la raison pour analyser le monde. Ils sont les précurseurs du radicalisme politique, de l'art iconoclaste et de la philosophie naturelle, autrement dit, la science. La plupart, pourtant, ne s'intéressent pas immédiatement à la machine de Francis Hauksbee. Elle attire surtout l'attention des magiciens des rues. Ceux que l'électricité fascine se font d'ailleurs appeler électriciens. Un soir qu'un comte autrichien assiste à un dîner, un électricien pose quelques plumes sur la table. Puis, il s'empare d'une tige de verre, la frotte avec un mouchoir en soie, et l'assistant s'ébahit voit les plumes se soulever. Ensuite, il se charge lui-même en électricité, à l'aide d'une machine de Hauksbee. Et il transmet des décharges aux invités. J'entends d'ici les petits cris. Mais le clou du spectacle, le voici. Il pose un verre de cognac sur la table. Il se recharge en électricité et enflamme le liquide avec une étincelle du bout du doigt. Il y avait un tour appelé la béatification électrique. On fait asseoir la victime sur une chaise isolante et juste au-dessus de sa tête, sans qu'elle la touche, on suspend une couronne en métal. On électrise la couronne et la décharge qui se produit alors tout autour ressemble exactement à un halo, d'où le nom de béatification électrique. L'Angleterre et le reste de l'Europe se passionnent pour l'électricité. Les spectacles attirent de plus en plus de monde et les électriciens les plus curieux souhaitent approfondir leurs recherches. Il ne s'agit plus d'améliorer les représentations, mais d'essayer de maîtriser cette formidable puissance. Certains se demandent même si elle ne peut pas avoir d'autre finalité que le simple divertissement. C'est un drame qui sera à l'origine d'une des premières grandes découvertes de l'époque.
Nous voici à Charterhouse, au cœur de Londres. Depuis 400 ans, cette institution caritative accueille des orphelins et des hommes âgés. Dans les années 1720, un certain Stephen Gray y a trouvé refuge. Stephen Gray est un teinturier prospère de Canterbury. Il est habitué à voir des étincelles jaillir de la soie, et elle le fascine. Mais un accident malheureux met un terme à sa carrière, le laissant invalide et sans ressources. C'est dans cet établissement qu'il se réfugie et qu'il trouve enfin le temps de mener à bien ses propres expériences. À Charterhouse, peut-être ici même, dans la grande salle, Stephen Gray fabrique un cadre en bois. Il accroche à la poutre centrale 2 balançoires à l'aide de cordes en soie. Et à côté, il installe une machine de Hauksbee pour produire de l'électricité statique. Devant une assistance fournie, il demande à un des orphelins de s'allonger en travers des balançoires. Stephen Gray place quelques feuilles d'or sur le sol. Puis il actionne la manivelle et au moyen d'une tige métallique, charge l'enfant en électricité. Les feuilles d'or viennent se coller aux mains du petit garçon. Certains spectateurs affirment même avoir vu des étincelles jaillir de ses doigts. C'est du grand spectacle. L'esprit curieux de Stephen Gray trouve un autre intérêt à l'expérience. Elle montre que l'électricité peut se déplacer de la machine au corps de l'enfant et jusqu'à ses mains, mais que la soie l'arrête tout net. Autrement dit, le fluide mystérieux peut traverser certains corps et pas d'autres. Cette observation amène Stephen Gray à diviser les substances en 2 catégories distinctes, qu'il nomme les isolants et les conducteurs. Les isolants retiennent l'électricité, ils l'empêchent de circuler. Parmi eux, on trouve la soie, les cheveux, le verre et la résine. Les conducteurs, au contraire, laissent l'électricité les traverser. C'est le cas du petit garçon et des métaux. De nos jours, cette distinction est toujours aussi fondamentale. Regardez ces pylônes électriques. Ils fonctionnent sur le même principe que celui utilisé par Stephen Gray il y a près de 300 ans. Les câbles sont des conducteurs. Les empilements de verre et de céramique disposés entre les câbles et la structure métallique sont des isolants. Ils sont là pour empêcher que l'électricité ne descende le long du pylône, jusqu'au sol. Ils remplissent la même fonction que les cordes en soie de Stephen Gray. Dans les années 1730, l'expérience de Gray stupéfie toutes les personnes présentes. Mais celui qui l'a mise au point reste cependant un peu déçu. Stephen Gray a beau faire, il ne parvient pas à conserver longtemps l'électricité produite. Elle passe de la machine à l'enfant, puis se dissipe. Justement, nous allons voir maintenant comment l'homme va apprendre à stocker l'électricité. Une découverte qui sera faite non en Grande-Bretagne, mais en Europe continentale.
De l'autre côté de la Manche, les électriciens sont aussi affairés que leurs collègues britanniques. Un de leurs centres de recherche se trouve ici, à Leyde, aux Pays-Bas. Et c'est ici qu'un professeur fait une découverte que beaucoup considèrent comme la plus significative du XVIIIe siècle, et sur laquelle s'appuient la plupart de nos appareils électriques modernes. Ce professeur est le physicien Peter van Musschenbroek. Contrairement à Francis Hauksbee et à Stephen Gray, il est issu du milieu universitaire. Paradoxalement, ce n'est pas à sa rigueur scientifique qu'il doit son invention, mais à une simple erreur humaine. Il cherche le moyen de stocker l'électricité en vue de ses démonstrations. Et on peut presque suivre le cheminement de sa pensée. Si l'électricité est un fluide qui circule un peu comme l'eau, on doit pouvoir s'inspirer des méthodes de stockage de l'eau. Dans son laboratoire, le physicien essaie donc de mettre au point un système d'accumulation. Musschenbroek se met à l'œuvre. Il prend un récipient en verre, un bécher, et y verse de l'eau. Il plonge ensuite dedans un fil conducteur. L'autre extrémité du fil est reliée à une machine électrostatique. Il pose le bécher sur un isolant pour retenir la charge électrique à l'intérieur. Ensuite, il tente de verser l'électricité produite par la machine via le fil dans l'eau qui est à l'intérieur du récipient. Mais il a beau faire, il n'arrive pas à retenir l'électricité. Jusqu'au jour où il charge le bécher alors qu'il a oublié de le poser sur son support isolant. Tenant le récipient dans une main, il touche le couvercle avec l'autre. La décharge est si violente qu'elle le jette presque à terre. Voici ce qu'il écrit. C'est une expérience nouvelle, mais terrible, que je vous conseille de ne point tenter. Moi-même qui l'ai tenté et qui ai survécu par la grâce de Dieu, je ne recommencerai pas pour tout le royaume de France. Je vais suivre son conseil et ne pas toucher le couvercle. Par contre, je vais essayer de faire jaillir une étincelle. Jamais encore une telle puissance électrique n'a été produite. Plus surprenant encore, il est possible de la stocker à l'intérieur du bécher pendant des heures, voire des jours. En honneur à la ville où réside Peter van Musschenbroek, son invention est appelée la bouteille de Leyde. Et elle devient célèbre aux quatre coins du monde. Très rapidement, de 1745 à la fin de la décennie, la nouvelle de la découverte de la bouteille de Leyde fait le tour de la planète, du Japon en Extrême-Orient à Philadelphie, dans l'Est des États-Unis. C'est une des premières informations scientifiques à avoir connu une diffusion mondiale si rapide. Pourtant, malgré l'incroyable retentissement du phénomène, personne n'est en mesure de l'expliquer. On a un récipient rempli de fluide électrique et il s'avère que la décharge est plus violente si on laisse ce fluide s'écouler dans la terre. Comment est-ce possible? Pourquoi la décharge n'est pas plus violente si au contraire le fluide reste confiné dans la bouteille? Voilà le mystère que doivent résoudre les philosophes électriciens du milieu du XVIIIe siècle. L'électricité est sans aucun doute un prodige extraordinaire. Elle provoque des décharges et des étincelles. Elle peut être stockée et déplacée d'un endroit à l'autre. Mais comment la définir exactement? À quelle loi physique répond-elle?
Et pourquoi a-t-elle toutes ces propriétés? Autant de questions qui restent sans réponse. Moins de 10 ans plus tard, une nouvelle découverte va surprendre l'Europe. Elle est l'œuvre d'un ennemi déclaré de l'establishment politique et philosophique londonien. Et ce qui est encore plus choquant pour l'élite scientifique britannique, cet homme est un simple colon, un Américain. Son portrait est exposé ici, à la Royal Society. Benjamin Franklin est un fervent partisan de l'indépendance américaine. À ses yeux, la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de l'électricité, est un moyen de faire reculer l'ignorance, de détruire les fausses idoles et, au final, de balayer la puissance coloniale et son élitisme intellectuel. À cette conception s'ajoute une idée profondément égalitaire et démocratique que partagent Franklin et ses alliés. L'étude de ce phénomène est ouverte à tous. Voici quelque chose que l'élite ne comprend pas totalement, mais que nous sommes peut-être capables de comprendre. Voici quelque chose que l'élite ne peut pas maîtriser totalement, mais que nous sommes peut-être capables de maîtriser. Et surtout, voici quelque chose qui est source de superstition et que nous, en tant qu'intellectuels rationnels, égalitaires et démocrates, nous serons capables d'expliquer au lieu de nous laisser impressionner par la magie et les mystères. Benjamin Franklin décide d'utiliser le pouvoir de la raison pour expliquer ce que beaucoup considèrent à l'époque comme un phénomène magique, la foudre. Cette illustration nous montre l'épisode scientifique le plus célèbre du siècle des Lumières. On y voit le chercheur faisant voler héroïquement un cerf-volant en pleine tempête pour prouver la nature électrique de la foudre. En réalité, s'il a imaginé cette démonstration, on est presque certain qu'il ne l'a jamais réalisée. En fait, son expérience la plus significative est une autre expérience, et il se contente également de la concevoir. D'ailleurs, elle n'a pas eu lieu en Amérique, mais ici, dans un petit village au nord de Paris, Marly-la-Ville. En cette moitié du XVIIIe siècle, les Français adorent Benjamin Franklin, notamment pour ses idées anti-britanniques. Et ils se mettent en tête d'effectuer ces expériences à sa place. C'est à cet endroit très précisément qu'ils mettent à exécution son plus grand projet. Au mois de mai 1752, Georges-Louis Leclerc, plus connu en France comme le comte de Buffon, et son ami Thomas-François d'Alibard dresse une tige métallique de 12 mètres de haut, 2 fois plus que celle-ci. Elle est maintenue par un trépied en bois installé dans le jardin de la maison de Dalibard, ici, à Marly-la-Ville, et enfoncée à sa base dans une bouteille de vin vide. L'idée de Benjamin Franklin est que la longue tige métallique va attirer la foudre et transmettre la décharge électrique jusqu'au récipient qui agira comme une bouteille de LED. Cette expérience doit lui permettre de prouver la nature de la foudre. Il ne reste plus à ses amis français qu'à attendre le prochain orage. Celui-ci éclate enfin le 23 mai. À 12h20, un énorme coup de tonnerre retentit lorsque la foudre frappe la tige. Un assistant court vers la bouteille. Une étincelle jaillit entre le métal et son doigt. Il y a un grand crépitement et une odeur de soufre, et il se brûle la main. L'étincelle révèle la véritable nature de la foudre. C'est de l'électricité, la même que celle produite par l'homme.
On n'insistera jamais assez sur l'importance de cette découverte. L'homme maîtrise enfin la nature. Mieux encore, il maîtrise la colère de Dieu. Une hérésie en quelque sorte. L'expérience de Franklin était d'une portée considérable, car elle prouvait que les orages produisent de l'électricité, ou sont produits par elle, et qu'il est possible de capter cette électricité. C'est une force de la nature qui est là pour être utilisée. Son esprit rationnel pousse Benjamin Franklin à se poser une autre question. Pourquoi la bouteille de LED produit-elle davantage d'étincelles lorsqu'on la tient dans la main? Pourquoi l'électricité ne s'évacue-t-elle pas entièrement? Par ailleurs, en homme d'affaires avisé, il établit une comparaison pour le moins ingénieuse. Comme un compte en banque, l'électricité peut être créditrice, autrement dit positive, c'est le terme qu'il choisit, ou débitrice, c'est-à-dire négative. Pour Franklin, le problème de la bouteille de LED est un problème comptable. Il avait dans l'idée que l'atmosphère qui entoure chaque corps est chargée en électricité et que ce flux électrique naturel est plus ou moins important. Si la charge est trop élevée, on dira qu'elle est positive. Si elle est trop faible, elle sera négative. Or, la nature est organisée de telle façon que le positif et le négatif cherchent en permanence à s'équilibrer, comme une économie américaine idéale. Benjamin Franklin établit l'hypothèse suivante. L'électricité est un flux de charge positive, qui repousse un flux de charge négative et tente de le compenser. Il pense que cette idée toute simple peut l'aider à résoudre l'énigme de la bouteille de LED. Lorsqu'on charge le bécher en verre, le flux électrique négatif est repoussé vers l'extrémité du fil et se répand dans l'eau. Si le récipient est posé sur un support isolant, une faible charge négative s'accumule dans cette eau. Maintenant, si on électrise l'eau alors que quelqu'un tient le bécher dans sa main, le corps sert de conducteur. Une charge positive venue de la Terre parvient jusqu'au bécher pour tenter de compenser la charge négative. Mais le verre agit comme un isolant et empêche le processus. Résultat, les charges continuent de s'accumuler de chaque côté de la paroi. Et si à ce moment-là, l'expérimentateur touche le couvercle avec son autre main, cela ferme le circuit. La charge négative qui est à l'intérieur du bécher passe alors à travers cette main pour venir annuler la charge positive qui est à l'extérieur. C'est le flux de cette charge qui provoque une puissante décharge et souvent une étincelle. L'équivalent moderne de la bouteille de LED, c'est le condensateur, un des composants électroniques les plus utilisés. On en trouve partout, comme ici, en plusieurs exemplaires, sur un circuit imprimé d'ordinateur. Ils aident à protéger des composants fragiles contre les surtensions, y compris dans les circuits électriques les plus modernes. La résolution de l'énigme de la bouteille de LED et la confirmation de la nature électrique de la foudre sont deux avancées scientifiques capitales. Mais le fort développement commercial qui a contribué au renouveau intellectuel de l'Europe va confronter les savants à un mystère encore plus étrange. L'existence d'une électricité d'une nature totalement nouvelle. Vous avez ici la Manche. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, une bonne partie des richesses mondiales empruntent ce bras de mer. Des marchandises venues des quatre coins de l'Empire et au-delà débarquent à Londres. Épices d'Inde, sucre des Caraïbes, blé d'Amérique, thé de Chine. Mais bien sûr, il ne s'agit pas que de commerce.
La capitale britannique est également inondée de plantes et d'animaux inconnus. Un poisson en particulier fascine les électriciens. Appelé la torpille, il alimente de nombreux récits de pêcheurs. On raconte que sa piqûre peut jeter à terre un homme adulte. En étudiant le phénomène, les électriciens découvrent que la secousse ressentie est étrangement semblable à celle provoquée par la bouteille de LED. Pourrait-il aussi s'agir d'une décharge électrique? Au début, beaucoup de gens pensent que la piqûre de la torpille relève du surnaturel. Pour certains, c'est probablement une simple morsure. Pour d'autres, ce n'est pas de l'électricité puisqu'il n'y a pas d'étincelle. La plupart, en tout cas, restent perplexes devant cet étrange phénomène. Et c'est un des scientifiques les plus singuliers et les plus brillants de Grande-Bretagne qui va commencer à percer le secret de la torpille. Ce portrait est le seul qui nous soit parvenu d'Henry Cavendish, un homme exceptionnel, affligé d'une timidité maladive. Et il n'existe que parce que son auteur a d'abord dessiné le manteau qui était accroché à une patère, avant de rajouter le visage qu'il a fait de mémoire. Les Cavendish, ducs de Devonshire, sont fabuleusement riches et résident à Chatsworth House, dans le Derbyshire. Mais Henry Cavendish renonce à l'argent de sa famille. Il s'installe à Londres, près de sa chère Royal Society, où il a tout loisir d'assouvir sa passion pour la science expérimentale. Le mystère du poisson torpille pique sa curiosité. Un ami lui écrit « En réalisant ma première expérience sur l'effet de la torpille, je me suis exclamé « C'est certainement de l'électricité. Mais comment est-ce possible ?» Pour comprendre comment un être vivant peut produire de l'électricité, Cavendish a l'idée de fabriquer un poisson artificiel. Voici ces schémas. 2 bouteilles de LED de la forme d'une torpille sont enterrées dans le sable. Et lorsqu'on touche le sable, on reçoit une décharge très désagréable. Cette expérience convainc le physicien de la nature électrique du poisson. Mais il lui reste à résoudre une autre énigme. Si la vraie torpille et sa réplique artificielle envoient toutes deux des décharges puissantes, la première ne produit pas d'étincelles. Henry Cavendish est déconcerté. Comment peut-il s'agir du même type d'électricité si les effets sont différents? Le scientifique passe l'hiver 1773 à chercher une réponse dans son laboratoire. Et au printemps, il a un éclair de génie. Cavendish comprend la distinction subtile qui existe entre quantité et intensité. Le vrai poisson produit le même type d'électricité, mais elle est moins intense. Pour un physicien comme moi, cette découverte marque un tournant décisif, car elle donne naissance à 2 concepts scientifiques véritablement novateurs. La quantité d'électricité, dont parle Cavendish, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la charge électrique, et son intensité, c'est la différence de potentiel, autrement dit, la tension. La décharge produite par la bouteille de LED se caractérise par une tension élevée et une charge faible. Celle du poisson par une tension faible et une charge élevée. Et tout ça est mesurable. Sous le sable au fond de cet aquarium se cache Torpedo marmorata, une raie torpille. On voit seulement ses yeux protubérants qui sortent du sable. C'est une femelle adulte. Et je vais essayer de mesurer l'électricité qu'elle génère avec cet appât. Le poisson est attaché à une tige métallique, qui est elle-même reliée à un oscilloscope. Je pourrais ainsi mesurer la tension quand elle capture sa proie. On y va.
et d'une. Et de deux. Les décharges font quelques 240 volts, l'équivalent de l'électricité de secteur, mais 10 fois moins que la bouteille de LED. Sacrée secousse. Je ne peux qu'imaginer ce qu'ont dû penser les scientifiques du XVIIIe siècle, en constatant qu'un animal, un poisson, produisait sa propre électricité. Henry Cavendish a démontré que la torpille fabrique de l'électricité. Mais s'agit-il du même type d'électricité que celle produite par une machine ? La décharge de la torpille est-elle identique à celle d'une machine électrique? Ou y a-t-il d'un côté une électricité artificielle et de l'autre une électricité animale qui n'existe que dans les organismes vivants? Le débat a divisé le milieu scientifique pendant plusieurs décennies. Ce débat va déboucher sur une nouvelle découverte. L'électricité ne prend pas nécessairement la forme d'une brève décharge ou d'une étincelle. Elle peut aussi être continue. Et par la suite, c'est la production de courant continu qui nous propulsera dans l'ère moderne. Ce nouveau chapitre de l'histoire de l'électricité s'ouvre grâce à la rivalité qui oppose deux universitaires italiens. L'université de Bologne est aujourd'hui une des plus anciennes d'Europe. À la fin du XVIIIe siècle, la ville était placée sous l'autorité de la papauté, ce qui signifie que cette institution était puissante, mais conservatrice. Elle obéit à l'époque à la tradition chrétienne qui veut que Dieu gouverne la terre depuis le ciel et tienne des choses cachées aux simples mortels. L'homme n'est pas censé le comprendre, mais seulement le servir. L'un des esprits les plus brillants de l'université est alors l'anatomiste et physicien Luigi Galvani. Dans une ville voisine, un homme va le défier et devenir son adversaire. Nous sommes à Pavie, à moins de 250 km de Bologne. À la fin du XVIIIe siècle, politiquement, tout oppose les deux villes. Pavie appartient à l'Autriche, ce qui la place au cœur du siècle des Lumières. On y défend la pensée libérale et le radicalisme politique. Et on se passionne pour la nouvelle science de l'électricité. Et c'est ici que vit Alessandro Volta. Alessandro Volta est tout l'inverse de Luigi Galvani. Issu d'une vieille famille lombarde, il est jeune, arrogant, charismatique. C'est un vrai séducteur. Et la controverse ne lui fait pas peur. Au contraire, il aime faire ses démonstrations partout en Europe, devant toutes sortes de publics. Ses idées sont irréconciliables avec les croyances religieuses de son adversaire. Comme Benjamin Franklin et le mouvement des Lumières, il défend les doctrines rationalistes. Il est convaincu que la vérité scientifique, tel un dieu grec, triomphera de l'ignorance, que la superstition est l'ennemi à abattre, et la raison, l'avenir de l'homme. Les deux universitaires sont fascinés par l'électricité, mais ne partagent pas la même vision de son application. Luigi Galvani s'intéresse à l'utilisation de l'électricité dans les traitements médicaux. En 1759, par exemple, ici, à Bologne, on soumet un homme paralysé à des décharges.
Voici ce qu'on lit dans un rapport. C'était impressionnant de voir le sternocléidomastoïdien faire tourner la tête, ou le biceps plier le coude. Bref, voir le mouvement revenir avec force et vitalité dans chaque muscle paralysé, soumis au stimulus. Pour Galvani, ce genre d'exemple montre que le corps fonctionne grâce à l'électricité animale. Un fluide s'écoule depuis le cerveau, le long des nerfs et jusque dans les muscles, où il se transforme en mouvement. Et pour le prouver, il réalise une série d'expériences peu ragoûtantes. Il commence par disséquer une grenouille. Il écrit « La grenouille est dépouillée et éviscérée. Seuls les membres postérieurs qui abritent le nerf crural sont laissés intacts. Ma grenouille à moi, je n'y ai presque pas touché. J'ai juste exposé les nerfs qui commandent les pattes. » Galvani a utilisé le générateur de Hauksbee pour produire de l'électricité statique. Celle-ci s'accumule, est acheminée par cette tige et à travers ce fil de cuivre. Il applique ensuite le fil chargé en électricité sur la grenouille et un autre fil sur le nerf juste au-dessus de la cuisse. Voyons ce qui se passe. La patte de la grenouille se contracte au moment du contact. Regardez. Galvani explique le phénomène comme suit. Le muscle de l'animal contient une entité spéciale, étrange, qu'il appelle électricité animale. Elle ne ressemble à aucun autre type d'électricité, elle est propre aux êtres vivants. Pour Alessandro Volta, l'électricité animale relève de la superstition et de la magie. Elle n'a pas sa place dans le monde rationnel et éclairé de la science. Volta porte sur l'expérience de Galvani un regard très différent. D'après lui, elle révèle un phénomène totalement nouveau. Les pattes se contractent sous l'effet non pas d'une électricité animale intérieure, mais de l'électricité artificielle extérieure. Les pattes servent d'indicateur, sans plus. Leurs soubresauts sont causés uniquement par les décharges du générateur. À Bologne, Luigi Galvani est furieux. À ses yeux, Alessandro Volta a franchi la ligne. Partant de la simple expérimentation scientifique, il s'est immiscé dans le domaine réservé à Dieu. Bref, il s'est rendu coupable d'hérésie. On produit artificiellement une sorte d'émanation, l'électricité, et on prétend que cette force vivante est identique à quelque chose que Dieu a créé et dont il a doté les êtres vivants, qu'ils soient hommes ou grenouilles. C'est un sacrilège aux yeux de certains, car on abolit la frontière entre le divin et le monde matériel. Révolté, Luigi Galvani annonce son intention de poursuivre ses recherches afin de prouver que son rival a tort. Au cours d'une de ses expériences, il suspend des grenouilles par un fil de fer et provoque un phénomène totalement inattendu. Lorsqu'il relie un fil de cuivre au fil de fer auquel la grenouille est suspendue et qu'il applique l'autre extrémité de ce fil de cuivre sur le nerf, les pattes se contractent, lui semble-t-il, sans apport d'électricité extérieure. Galvani en conclut que quelque chose dans la grenouille, même après la mort de celle-ci, continue pendant un certain temps à produire une certaine forme d'électricité. Et ce sont les deux fils de métal qui, d'une manière ou d'une autre, libèrent cette force. Le physicien va passer les mois qui suivent à tenter d'isoler cette électricité animale.
Sa panoplie comprend des grenouilles, des fils métalliques, des bouteilles de LED et autres machines électriques. Pour Galvani, ces expériences sont la preuve que la grenouille produit sa propre électricité. Ses muscles agissent comme des bouteilles de LED, où l'énergie s'accumule avant d'être brusquement libérée. Le 30 octobre 1786, il publie ses résultats dans un livre intitulé « De Animali Electricitate », de l'électricité animale. Et il est tellement sûr de lui qu'il en envoie une copie à Alessandro Volta. Mais celui-ci n'en démord pas. Il est convaincu que l'électricité a une autre origine. Laquelle? C'est ce qu'il veut découvrir. Dans les années 1790, à l'université de Pavie, très certainement dans cet amphithéâtre qui porte son nom, Volta entame ses recherches sur l'origine de l'électricité. Quelque chose lui dit qu'il doit se concentrer sur les métaux utilisés par Galvani sur les pattes de grenouille. Car un phénomène étrange a piqué sa curiosité. Quand on les associe, les métaux changent de goût. Il a découvert qu'en plaçant deux pièces de monnaie de métaux différents sur le bout de la langue et en posant une cuillère en argent au contact des deux, on ressent une sorte de picotement semblable à celui de la décharge d'une bouteille de LED. Alessandro Volta en conclut que l'électricité a un goût et que ce dernier naît du contact établi entre les trois métaux. Sa théorie s'oppose à celle de Galvani. Les pattes des grenouilles se contractent non pas sous l'effet de l'électricité animale, mais parce qu'elles réagissent à l'électricité métallique. Mais la puissance de cette dernière est extrêmement faible. Comment l'accroître? Une idée lui vient en se replongeant dans les publications du grand savant britannique Henry Cavendish, notamment dans ses célèbres études sur la torpille. Il réexamine de plus près le poisson torpille, en particulier le motif répété que forment les cellules sur son dos. Et il se demande si cette répétition ne serait pas la clé de sa puissante décharge électrique. Il est possible que les cellules produisent chacune une petite quantité d'électricité, comme les pièces de monnaie et la cuillère, et que leur effet conjugué soit à l'origine des fortes décharges. De plus en plus sûr de lui, Alessandro Volta décide de passer à la pratique en fabriquant sa version artificielle de la torpille. Il reproduit la disposition en série des cellules du poisson, mais avec des pièces métalliques. Voilà comment il s'y prend. Sur une plaque en cuivre, il pose un morceau de carton préalablement plongé dans de l'acide dilué. Et par-dessus, un disque d'un autre métal. On retrouve ici l'équivalent des deux fils de l'expérience de Galvani. Mais Volta continue son assemblage. En fait, il est en train de fabriquer une pile de métal. Et c'est d'ailleurs ce nom qui sera donné à son invention. Mais l'incroyable découverte, c'est ce qu'il parvient à faire avec. Volta est son propre cobaye. Il attache un fil métallique en haut de la pile et un autre en bas, et applique les deux autres extrémités sur sa langue. Il sent le goût de l'électricité. Ce goût est plus fort que d'habitude, et surtout, il est continu. Alessandro Volta vient de mettre au point la première pile de l'histoire.
Ce n'était pas une machine électrique et mécanique, mais une machine exclusivement électrique. Il a prouvé qu'une version artificielle de la torpille fonctionnait et que l'électricité était générée par le contact de métaux différents. À ses yeux, il avait remporté la dernière manche dans la controverse contre Galvani. La pile voltaïque montrait qu'il était possible de reproduire tous les phénomènes liés à l'électricité animale, sans l'intervention d'aucun animal. Par conséquent, du point de vue de Volta, Galvani avait tort. Il n'existe rien qui soit de l'électricité animale. Il y a de l'électricité tout court, et on peut l'imiter à 100% grâce à cette pile artificielle. Mais le plus surprenant pour Volta est que l'électricité ainsi produite est continue. En fait, elle coule à flot, comme l'eau d'un ruisseau. Et comme on parle de courant pour quantifier l'écoulement de l'eau dans un ruisseau, on va donner le nom de courant électrique à l'électricité qui sort de la pile. Un peu plus de 200 ans après l'invention de la pile voltaïque, nous avons enfin compris la nature exacte de l'électricité. L'atome, le constituant élémentaire de la matière, est composé d'un noyau et d'électrons chargés électriquement qui tournent autour. Mais dans le cas des métaux, certains de ces électrons passent librement d'un atome à l'autre. Si ces électrons se déplacent tous dans la même direction et en même temps, l'effet cumulatif génère un flux de charge électrique. Et c'est ce flux que l'on appelle courant électrique. Volta publie ses travaux et très vite, les scientifiques font une incroyable découverte. L'effet de la pile sur l'eau ordinaire est totalement inattendu. Le flux constant de la charge électrique sépare les deux gaz qui la composent, l'oxygène et l'hydrogène. L'électricité annonce une ère nouvelle. Une ère où elle cesse d'être une simple curiosité pour devenir véritablement utile. Le courant continu va permettre d'isoler facilement de nouveaux éléments chimiques et révolutionner la chimie, la physique et l'industrie. La pile voltaïque est proprement révolutionnaire. Son inventeur deviendra mondialement célèbre et sera courtisé par les riches et les puissants. Et son nom sera donné à l'une des principales unités de mesure de l'électricité, le volt. Son rival de toujours connaîtra une fin moins glorieuse. Luigi Galvani meurt le 4 décembre 1798, déprimé et pauvre. Pour moi, ce n'est pas l'invention de la pile qui marque un tournant décisif dans l'histoire de l'électricité, mais ce qui s'est passé après. Tout se joue à la Royal Institution, à Londres. Et l'événement annonce un changement d'époque radical. Nous devons cette avancée à Humphrey Davy, le premier représentant d'une nouvelle génération de physiciens passionnés d'électricité. L'homme est jeune, sûr de lui et fasciné par les possibilités du courant continu. En 1808, il fabrique la plus grande pile du monde. Elle est composée de plus de 800 piles voltaïques reliées entre elles et occupe toute une pièce dans les sous-sols de la Royal Institution.
des vapeurs soufrées nauséabondes s'en échappent. Dans une salle obscure, éclairée par des sources de lumière séculaire, bougies et lampes à huile, Davy relie à sa pile géante 2 bâtonnets de charbon de bois, puis approche les 2 extrémités l'une de l'autre. Le flux de courant provenant de la pile passe par les bâtonnets et franchit la distance entre les deux, provoquant une étincelle continue et aveuglante. De l'obscurité naît la lumière. Humphrey Davy a inventé l'arc électrique. Cela marque la fin d'une époque et propulse l'humanité dans l'ère de l'électricité. Mais cette histoire compte un épisode macabre. En 1803, le neveu de Galvani, Giovanni Aldini, réalise à Londres une expérience terrifiante. George Forster, un meurtrier, vient d'être pendu à la prison de Newgate. Sa dépouille est détachée de la potence et emmenée directement dans l'amphithéâtre où doit œuvrer Giovanni Aldini. Se servant d'une pile voltaïque, ce dernier commence à envoyer du courant électrique dans le corps du pendu. Aldini introduit ensuite un conducteur électrique dans l'anus du cadavre et place le deuxième en haut de sa colonne vertébrale. Le buste de George Forster se redresse alors brusquement. Le dos se cambre et se tord. Pendant un bref instant, il semble que le cadavre est revenu à la vie. L'électricité aurait-elle le pouvoir de ressusciter les morts? Le récit de l'événement marquera profondément une jeune écrivaine, Mary Shelley. Mary Shelley a écrit un des romans les plus influents de la littérature anglaise. L'action se déroule en partie ici, au bord du lac de Caume. Frankenstein raconte l'histoire d'un scientifique, le personnage s'inspire probablement d'Aldini, qui crée un monstre grâce au pouvoir de l'électricité et qui, dégoûté par sa propre arrogance, finit par abandonner sa création. Comme l'arc électrique de Humphrey Davy, ce livre symbolise un changement d'époque. La fin de la croyance dans les miracles et les histoires romanesques, et les débuts du rationalisme, de l'industrie et de la science.